Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club, votre émission consacrée au foot anglais. Comme d'habitude, on va préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera la 26e journée de Première Ligue et à mes côtés pour cette émission, deux grands amateurs de Première Ligue. Salut Bruno. Présent. Salut. Il paraît que c'est votre deuxième. Je pensais que c'était votre première ici dans ce studio. Même. Mais il vient tous les 6 mois, il n'a pas le temps. C'est ma troisième et ma quatrième. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. Écoutez, j'en suis ravi. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à Christian qui, comme d'habitude, ou souvent en tout cas, est à distance avec nous, avec sa base de données pour nous expliquer quelles sont les forces, les faiblesses des équipes et des rencontres que nous allons suivre ensemble. Salut Christian. Bonsoir à vous. On jouait donc la 25e journée le week-end dernier. On a marqué 32 buts. C'est pas le record de la saison, mais c'est quand même pas mal. Et puis, il y a quand même toujours ce suspense qui est là à tous les étages et qui nous rend heureux, tout simplement. Hein. Le gros changement, c'est que cette année, il y a 3 candidats pour le titre. Il n'y en a pas que 2. Donc, City doit regarder de 2 côtés plutôt que d'un seul. Donc, ça change peut-être la donne. Et puis, pour les places européennes, pour le maintien, c'est chaud aussi. Oh, mais là, ça se joue et c'est un peu dramatique ce qui risque de se passer pour certaines équipes. On n'est pas à l'abri d'une sacrée surprise. On parlait des buts marqués et comme d'habitude, bien sûr, il y a eu de très beaux buts ce week-end. Voici notre séquence habituelle, les best goals du week-end dernier. Martinelli pops it across for Odegaard who sets himself. And bang! Arsenal are ahead already. There is no room for error in this title race. Jota won the header, maybe crucially, and Nunez one-on-one. And it's brilliantly done. Brilliantly done. He did have the option of playing it to one side, but the finish was exquisite and Liverpool lead. Saka has room. Oh, it's in! Well, that's probably finished the game off. Right at the start of the second half. Salah's chasing this. Is he going to get there? Well, he has. Is Salah. Collins trying to keep him away, but he can't. Salah's scored. He's back. He's got another goal. And Liverpool are going to pocket the points here. Sterling near side, no City player near him, and Raheem Sterling checks back and scores against his former club. Ouais, toujours de très beaux buts, de belles actions, que ce soit au niveau collectif ou individuel. Et pour être complet, on va revenir quand même sur les 2 rencontres qui ont eu lieu hier et mardi. Vous proposez les buts, notamment le but de Manchester City qui accueillait Brentford. But inscrit par qui, Fred? Haaland, il n'avait pas marqué le week-end dernier contre Chelsea et tout le monde S'inquiétait déjà. S'inquiétait. Non, enfin, je pense pas, mais bon, ça ne lui était jamais arrivé en Première Ligue, à d'autant tenter et de ne pas marquer. Et comme par hasard, il n'y a qu'un but dans le match qui suit 3 jours plus tard, et c'est lui qui fait la différence. C'est un très grand champion. Et on se rend compte que pour l'instant, la défense de Brentford, c'est pas vraiment ça. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 principaux candidats au titre ont joué contre le même adversaire à 3 jours d'intervalle. Les uns à Brentford, ils se baladent, ils marquent beaucoup, et les autres à domicile. Et c'est un petit but d'écart. Mais ça fait 3 points, c'est important. Et là, rappelez-moi, c'était la 25e journée. Oui. Voilà, parce que maintenant, on va parler de la 26e. C'est un match qui devait avoir lieu fin décembre, mais City était à la Coupe du Monde des clubs. On rappelle aussi que De Bruyne est resté sur le banc et Doku est monté à une demi-heure de la fin. Et puis aussi le match d'hier entre Liverpool et Luton. Luton a ouvert le score et ce n'est qu'en deuxième mi-temps, finalement, que Liverpool est parvenu à dérouler pour s'imposer facilement. Oui, mais 9 absents quand même majeurs du côté de Liverpool, c'est pas rien. Il a fallu un peu de temps et ça nous permet de voir aussi beaucoup de jeunes monter sur le banc. Il y avait 5 joueurs de 19 ans ou moins, c'est quand même impressionnant. Et une bonne manière de préparer sa finale de dimanche face à Chelsea en Coupe de la Ligue. Ça, c'est un match avancé, effectivement, puisque Liverpool joue la finale de la Coupe de la Ligue face à Chelsea. Donc au classement, on a Liverpool 60 points, City 56 points, Arsenal 55 points, tout en sachant que Liverpool, évidemment, désormais, a joué un match de plus. Les buteurs, ce sont Van Dijk, Gakpo, Diaz et
Elliott pour le dernier. 4-1 donc pour Liverpool. Christian, on en revient au match du week-end dernier. Quels sont les faits marquants que vous avez retenus de ce week-end passé? On marque toujours beaucoup et beaucoup dans les fins de match. Oui, on essaye maintenant depuis plusieurs semaines de garder cette ligne du temps et de comprendre le nombre de buts marqués en plus par rapport à la saison passée. Eh bien, vous le voyez sur le tableau. On est déjà à 802, donc avant le début de cette 26e journée. Donc, on est déjà à 807 avec les buts de Liverpool, mais on était à 802 fin 25e journée. On a déjà 129 buts de plus que la saison passée. Et on a déjà 68 buts de plus dans le dernier quart d'heure. On a pratiquement atteint les 200 buts dans le dernier quart d'heure, y compris évidemment le temps additionnel, alors que la saison passée, on était à 217 sur toute la saison. Et le troisième point important, c'est qu'en 2024, et on le verra un peu plus tard aussi, Arsenal, Manchester United et Manchester City sont toujours invaincus. Un dernier quart d'heure qui devient quasiment une dernière demi-heure de jeu aujourd'hui. Effectivement, avec le temps additionnel. Vous voulez ajouter quelque chose? Cette différence, je pense que c'est dû à la faiblesse de 2 des 3 montants qui ont pris beaucoup de casquettes. C'est dû à Luton qui marque beaucoup, qui encaisse beaucoup. Et je crois que c'est aussi dû à Newcastle qui avant encaissait très peu et marquait. Maintenant ils encaissent énormément, mais ils continuent à marquer presque autant. Je pense que c'est une des explications de ce changement incroyable. 128 buts, c'est énorme. Hein. Effectivement. Allez, on passe à notre première affiche. Elle va opposer Manchester United à Fulham. Setting up Garnacho. Breaks kindly for Deco over Reeds. Manchester United Fulham, ce sera samedi à 16h. Ce sera le match fil rouge de notre émission Goals of the Day. United est 6e à 5 points du top 4, qui est évidemment l'objectif. Il va falloir revenir sur Tottenham, il va falloir revenir sur Aston Villa. Et donc, une fois de plus, comme tous les week-ends, on peut dire que cette victoire est impérative pour Manchester United. Oui, malheureusement, ils jouent à domicile parce que je trouve que j'ai l'impression qu'ils sont plus à l'aise en déplacement. Je crois qu'ils sont 5 victoires en 7 matchs en 2024. Non, 7 matchs en 2024, 5 en déplacement. Et pourtant, ils ont un super bilan, ils sont toujours invaincus. Donc je crois que leur football actuel, avec Rashford qui n'est plus le gars qui déboule avec sa vitesse, avec Fernandez qui est moins donneur d'assises, moins buteur, je pense qu'il s'exprime mieux en déplacement. Mais bon, face à Fulham en déplacement, c'est quand même catastrophique. C'est une seule victoire, donc oui. Face au 12e, ça devrait passer quand même pour United. En principe. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont le parfum maintenant. Ils sont à 5 points du top 4. Pour une équipe comme Manchester United, c'est pas énorme, mais il va falloir enchaîner. Quand vous avez déjà 9 défaites au compteur, toute erreur maintenant est vraiment interdite. Hein. Christian, cette équipe de United, elle fait quand même un beau parcours depuis le début de l'année. Hein. Il y a progrès. Bien sûr, on a souvent expliqué dans les semaines précédentes et notamment fin 2023 l'aspect offensif tragique et le fait d'avoir des résultats tragiques. Mais comme j'ai toujours dit, ça se passe en fait sur toute la saison et il y a vraiment des blocs et des périodes. Et quand on est comme maintenant, comme on voit sur l'infographie, où on enchaîne 5 matchs sans défaite en marquant quand même un nombre incroyable de buts, alors c'est vrai que toutes les équipes qu'ils ont rencontrés sont des équipes qui vont pas très très bien. Pour moi, Tottenham et Aston Villa ne vont pas très très bien, mais bon, ils font le travail et on est content de les revoir à cette place-là. Ils commencent vraiment maintenant à être à leur rang, se rapprocher progressivement du top 4, comme ils l'ont fait en deuxième partie de saison passée. Hein. Ils ont terminé dans ce top 4, mais ça s'est passé aussi très tard. Et là, on est content de les revoir à ce niveau-là et on verra un peu comment cet aspect offensif s'est développé en 2024. 13 points sur 15, c'est pas mal, effectivement. Donc, on retrouve de la régularité. Il a tellement manqué de régularité à cette équipe. Pas uniquement cette saison-ci, mais pendant des années. Il faut voir sur la durée maintenant. Oui, mais ceci dit, il y a le résultat. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'occasion à Luton? Ils ont profité d'un cadeau terrible. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert en fin de match? Mais ils ressortent avec les 3 points. Moi, ce qui me marque, c'est la 25e journée qui s'est terminée. Ils sont enfin en différence de but positive. Ah, oui. Manchester United, à la 25e, ils sont à plus 1. Je ne sais pas si vous imaginez. Et à domicile, vous savez quoi? 0. 18-18. Manchester United,
c'est quand même rare que pour le signaler, non? Donc ça veut dire qu'on commence à grappiller et que cette équipe, je pense, sera intéressante dans le sprint final. 13 buts marqués en 4 matchs, Christian. Voilà, on en parle ici en plateau, c'est au niveau offensif que cela va mieux. Mais c'est vrai qu'ils sont partis de très loin quand même, les Red Devils. Hein. Ah ben oui, on avait aussi expliqué la difficulté à reproduire ce qu'ils avaient fait la saison passée, c'est-à-dire ils avaient marqué 23 buts sur des face-à-face, marqué essentiellement des buts sur du jeu rapide, sur du jeu placé des rapides. Et là, regardez, on commence à se rapprocher du modèle de Tona quand il était à l'Ajax, c'est-à-dire devenir dominant sur jeu placé, essayer de profiter des phases arrêtées. Là, on a vu, c'était exécrable les 3 dernières saisons. Ça commence à marquer depuis 2024, c'est 13 buts. Et sur les 8 buts, on le voit, les 8 buts sur jeu dominant placé, on voit qu'ils parviennent maintenant à devenir efficaces en s'imposant dans les derniers 20 mètres, en passant par les flancs, en revenant vers le centre et en ajustant certains tirs. Et alors, ce but magnifique de Mainoo pour faire le 3-4 et donner la victoire contre Wolverhampton, on voit quand même qu'on a quand même envie de venir se déposer le plus haut possible et d'avoir un jeu qui correspond à un jeu de ce rang-là, en fait, une équipe de ce rang-là. Je peux dire un truc, le niveau individuel de certains joueurs, Højlund évidemment c'est facile parce que lui marque, Onana, il redevient un gardien de très très haut niveau, et puis on l'a vu ici avec les images, mais là on a un joueur de classe internationale. Hein. C'est normal, Fred, de marquer des buts comme cela quand on a effectivement une addition de talent offensif comme c'est le cas à Man U. Ah oui, s'ils peuvent s'exprimer, on a bien vu avant Noël que ça s'exprimait pas du tout. Il y avait un gros problème, à mon avis, dans le vestiaire de compréhension de l'entraîneur, ce qu'il demandait. Ten Hag, il met tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est vrai que dans les grands clubs, il y a certains joueurs, notamment ceux qui vous tirent vers le haut, qui aiment bien sentir que l'entraîneur leur fait... Voilà. Et là, apparemment, il y avait un blocage, notamment avec Rashford. C'est aussi pour ça qu'on ne marque plus beaucoup en reconversion rapide, je crois. Mais je pense qu'il y a un phénomène de chance. Je crois qu'on va parler de Højlund. Oui, dans un instant. La résurrection de ce garçon qui est là pour marquer aussi des buts, pas que pour faire du press, ça donne cette équipe qui est toujours invaincue en 2024. C'est vrai, Christian, il n'arrête pas de marquer, Højlund. Hein, et quand il marque, en général, ce sont des beaux buts. 6 buts en 5 matchs de Première Ligue et 1 but en FA Cup. Oui, 2022, il marque beaucoup avec Sturm Graz, 2023 avec Atalanta, et puis maintenant dans la prolongation de 2023-2024, il commence enfin à marquer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en observant son modèle, j'ai été voir, il marque en fait la majorité de ses buts de plein jeu, puisqu'il n'a pas marqué sur phase arrêtée, hormis depuis son arrivée à Manchester United. Et il marquait beaucoup de buts sur des reconversions rapides. Alors en Autriche, c'est normal parce que c'est vraiment typique de la Ligue où on marque beaucoup sur des transitions. Mais là, en fait, il commence à marquer sur du jeu dominant placé, qui est un peu le modèle de l'équipe. Mais surtout, c'est lui qui vient régler le problème sur phase arrêtée. Et ça, c'est très intéressant parce que cette équipe manquait vraiment d'efficacité, sachant quand même qu'aujourd'hui, on marque 25%, 26% de buts sur phase arrêtée. Manchester United se prive de cette option-là et lui, il a déjà marqué 3 fois comme ça. Donc un joueur qui vient, qui commence à performer et qui en plus résout des problèmes collectifs, ça peut être très bon pour la suite des opérations. Il a beaucoup de qualités, même s'ils se sont exprimés un petit peu... un temps d'adaptation, il faut quand même lui laisser ça. Et puis c'est un jeune joueur, il faut lui laisser du temps. C'est un vrai numéro 9. Costaud. Costaud. Et je pense qu'avec un vrai numéro 9, il faut être patient parce que là, aujourd'hui, tout lui sourit, mais il a fallu régler quelques paramètres. Il a quand même coûté 70 millions d'euros, Fred. Mais il y en a d'autres qui ont coûté plus cher et eux, on sait bien que ça n'ira jamais mieux. On ne va pas citer de nom, mais tout le monde sait de qui on parle. Mais non, le mec, il arrive dans un nouveau contexte, dans une équipe qui ne marche pas vraiment, où il n'y a pas vraiment une bonne ambiance. Donc, ce qui est formidable, c'est même quand il ne marquait pas, il faisait son boulot. On l'a pris aussi pour ça, parce qu'il n'arrête jamais, il va presser. Et là, maintenant, c'est le même joueur, on ne l'a pas trépané, je pense, pendant les fêtes. Et là, il y a un ballon raté, boum, dedans. C'est tout des buts vraiment de buteur. Ouais, son instinct est revenu et ses coéquipiers sont entraînés avec ça. Et donc, il a marqué, 6 derniers matchs, il a marqué. Vous savez qui est le dernier qui avait fait ça? Pour Manchester United? Oui, Ronaldo. En 2008, imaginez. Ah, ok. C'était en 2008, Ronaldo. Hein. Oui. Pour Manchester United, je parle. Donc ça veut dire que, voilà. Ça veut rien dire, en fait, mais on est content de le dire. Non, mais il va peut-être battre des records aussi, ce gamin-là. Et voilà, votre buteur marque, vous gagnez vos matchs. Il n'y a pas de secret en football, c'est ça. C'est le même gars
qui a un petit bras de chance, qui est là où il faut, ben voilà, vous faites de super résultats. On parle de Fulham à présent, équipe qui reste sur une défaite à domicile 1-2 contre Aston Villa, équipe qui est classée 12e. C'est une équipe, je veux dire, typique du milieu de classement. Oui, et puis ces stats, c'est des stats de relégables à l'extérieur. Hein. Une victoire, 11 buts marqués en 12 déplacements. Avec ça, vous vous sauvez parce que vous grappillez des points home. Hein. Sinon, c'est la Championship. Hein. C'est très surprenant parce que moi je trouvais, en tout cas la saison dernière, cette équipe, je trouve qu'elle jouait très très bien. J'ai tout bien aimé les voir, les commenter. Ils avaient un buteur ? Ils avaient, ouais. Et puis là, cette année, c'est plutôt décevant, je trouve, parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Impossible d'avoir une petite séquence. Ça vous sort complètement du pétrin, une petite séquence de 3-4 matchs sans perdre et, si possible, de gagner. Ben là, ils ne l'ont même plus, quoi. C'est très, très inconsistant, je trouve. C'est une équipe, on l'a déjà dit, Christian, qui s'exporte très, très mal. Rappelez-nous les chiffres de Fulham à l'extérieur, parce que c'est assez effrayant, quand même. 19% des points, ils ont pris 19% des points, on va le voir sur l'infographie. Regardez, il y a un match où c'est vert, c'est Everton qui était probablement dans des difficultés en train de digérer les points de pénalité. Eh bien, regardez, même contre les équipes du bas, ils perdent des points et donc c'est vraiment pas en déplacement pour le moment qu'ils vont se sauver. C'est quand même, je voudrais rebondir sur ce que disait Fred, l'année passée, c'est vrai, c'était vraiment une équipe attrayante et chatoyante à voir aussi parce que c'est une équipe qui passait par les flancs. Le modèle de Marco Silva, c'était les flancs, les centres, et d'ailleurs c'était une des meilleures équipes avec Mitrovic à la réception, une des meilleures équipes au cordeau, une des meilleures équipes dans le jeu de tête. Ils ont perdu ça un peu en début de saison et puis ils ont repris un peu en gagnant 2 fois de suite 5-0, je crois, ils ont commencé à marquer comme ça. Et puis, dans le modèle, voilà, ils ont énormément de difficultés et ils ne trouvent surtout pas la parade, comme on va le voir plus tard, en déplacement dans le modèle offensif. Et on a vu les images ou l'image de la victoire, de la seule victoire de Fulham à l'extérieur, c'était à Everton. Vous savez quand c'était ? Au mois d'août. Première journée. Première journée, bah ouais. Incroyable. Et c'est l'équipe, vous savez, leur différentiel entre points pris à domicile et en déplacement, c'est 15 points de plus pris à domicile. C'est le plus gros différentiel entre domicile et déplacement avec Newcastle. Comme vous le disiez, c'est la catastrophe, ils n'arrivent pas à s'exporter. Heureusement qu'ils prennent des points quand même chez eux, dans leur stade, home sweet home, hein, c'est comme ça qu'on dit en Angleterre, parce que sinon, comme vous le dites, ce serait la lutte pour la relégation. Bon, Fulham pas bon à l'extérieur, Christian, donc j'imagine qu'à l'extérieur, offensivement, c'est pas bon non plus. Ça me semble logique. Oui, mais c'était sympa de voir un peu, parce que je voulais voir un peu plus en profondeur et voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Regardez pourquoi ça ne fonctionne pas. Quand le modèle de base de l'entraîneur est un jeu dominant placé, l'utilisation des flancs et des centres, et qu'on ne marque que 2 buts sur jeu dominant placé à l'extérieur et 2 buts sur jeu placé vers rapide, c'est que ça va vraiment pas, c'est qu'on ne trouve pas de solution, ou je ne sais pas quelle est l'intention de départ quand on joue en déplacement. La seule chose qui paraît un peu normal dans ce jeu-là, c'est de marquer sur phase arrêtée. Notamment, ils ont marqué 4 corners, et notamment avec Palhinha. Mais malheureusement, ça ne rapporte pas beaucoup de points. Ça rapportait 1 point dans le partage à Arsenal et 1 point dans le partage à Burnley. Donc, ça fait que 2 points qui sont rapportés sur des phases arrêtées, qui est le meilleur domaine offensif en déplacement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à améliorer. S'il y a une ambition d'aller titiller une petite place en Conference League, mais sinon, c'est pas terrible. Le meilleur buteur, l'un des 2 meilleurs buteurs, c'est le Mexicain Raúl Jiménez, mais il n'a marqué que 5 buts. Bon, il est blessé, en plus. Oui, c'est dommage parce que les autres reviennent. Hein. Ils sont plus ou moins maintenant à l'équipe complète. Il y a Iwobi qui est revenu de la CAN et quelques blessés qui reviennent, donc ça devrait leur faire du bien. Malheureusement, Palhinha est suspendu. Premier joueur de la saison en Premier League à 10 cartes jaunes, donc il est suspendu 2 matchs. Et Dieu sait si ce garçon, c'est le moteur de cette équipe. On verra si Fulham va parvenir à faire mentir. Sur papier, il n'y a pas photo. Hein. Non, si c'était clair, surtout après notre présentation du match. S'ils ont regardé, ils ne vont pas monter sur le terrain avec la presse. Ah, mais il y a Muniz, là. Hein. Oui. Il marque tout le temps, hein, donc on ne sait jamais. Et puis, ça nous permettra de voir Timothy Castagne, qui est quasiment tout le temps titulaire depuis de nombreuses semaines. Allez, autre affiche de ce week-end, il s'agit d'Arsenal Newcastle. Open up at Guimaraes. Les Gunners face aux Magpies, les canonniers face aux Pies. Magpies, ce sont les Pies.
Vous ne savez pas? Vous me le rappelez. On a besoin régulièrement de mise à jour. En tout cas, ce sera avec vous, je pense, oui, la absolument. rencontre, aux commentaires. Bon, même si on attendait mieux de cette équipe de Newcastle, forcément, cette saison, ça reste une affiche. Bien sûr. Il y a un chiffre qui saute aux yeux, c'est Newcastle à 10 points de la 5e place. Vous imaginez? On ne parle même plus du top 4. Oui. À 10 points de la 5e place. Ça, c'est un chiffre quand même hallucinant. Attention, Arsenal a été battu hier à Porto, il faut le rappeler, parce qu'il y a malgré tout un voyage aussi, une défaite, il faut digérer tout ça, ça peut avoir de l'importance. Oui, surtout qu'Arsenal, on sait que, en tout cas, ce qui me concerne, le problème, c'est le banc. Je veux dire, c'est le noyau, le problème d'Arsenal. Et là, ils ont joué forcément avec les meilleurs. Ce sera 3 jours avant le match de ce week-end. Il a fait un changement. Ça a été longtemps 0-0. On doit tenir. C'est Jorginho qui est monté pour Trossard. Donc, ce seront les mêmes qui vont commencer ce week-end que ceux qui ont commencé à Porto. Donc, je pense que, malheureusement pour Arsenal, dans cette course à 3, je pense que la grande différence, c'est que sur le banc, il n'y a pas vraiment des mecs qui assurent comme les titulaires. Ils ont encaissé aussi hier à la 94e minute. Ça fait mal, ouais. Ce qui est un coup au moral. Et puis, personne n'a oublié le 1-0 du match aller. Avec un but dont on a parlé pendant des semaines, oui. dont on parlera encore en fin de saison s'il manque un petit chouïa de points aux Gunners. Personne ne sait si ce but était valide ou pas, mais l'arbitre a dit oui, et le VAR aussi. Effectivement, on s'en souvient. En Première Ligue, Christian, depuis le début de l'année 2024, c'est néanmoins un bilan parfait pour les Gunners. 5 matchs, 5 victoires, 15 points sur 15. C'est la seule équipe avec ce bilan. Oui, et surtout avec 21 buts marqués. Alors, on a souvent évoqué le fait qu'il y avait beaucoup plus de difficultés ou beaucoup plus un manque d'efficacité sur le jeu dominant placé, alors qu'ils en avaient marqué 56 la saison passée. Ben là, voilà, ils commencent de nouveau à nous régaler en ce début d'année 2024. Il faut quand même savoir que cette équipe a marqué moins de buts sur jeu dominant placé que sur passes arrêtées. On est à 23 contre 24. Et donc ça fait du bien de revenir avec des 6-0, avec des 5-0 pour pouvoir faire un peu remonter cette cote et retrouver un peu le même modèle que l'année passée. Mais cette équipe et donc le résultat vraiment majeur de ce début d'année, c'est cette victoire et ces 3 buts, un peu aussi avec certaines circonstances. Mais c'est ces 3 buts contre Liverpool, et je crois que ça donne quand même. Voilà, ça donne quand même un petit boost pour la suite des opérations et la suite de cette saison. Il y a des buts, il y a des victoires, 21 buts en 5 matchs. C'est l'équipe la plus séduisante de Premier League, Fred, pour l'instant. Bah oui, mais il faut regarder aussi contre qui. On sait que ils ont battu tout est toujours difficile en Première Ligue, mais on a vu c'était leur seul gros match en 2024. Le reste, c'était quand même des équipes qu'ils étaient supposés battre. Maintenant, cette efficacité offensive, c'est remarquable et c'est très, très agréable pour tout le monde. Mais ils ont eu un gros match, c'était contre Liverpool, ils l'ont gagné. On a vu les buts encaissés par Liverpool. N'oublions pas que Liverpool a été les battre chez eux en coupe. Donc voilà, il faut relativiser. Je pense qu'ils n'avaient pas des matchs très difficiles, mais il faut le faire, respect à eux. Et tant mieux pour tout le monde qu'ils soient là dans la course au titre, évidemment. Ce qui est positif, c'est qu'ils ont une capacité de réaction. On n'oublie pas qu'en décembre, ils essuient 3 défaites. Donc il y a une capacité de réaction. Il faut un immense mois de janvier. Le problème, c'est que si demain, ils refont une mauvaise série, ça va les larguer complètement parce qu'ils marquent beaucoup, mais ont-ils un buteur ? Ça, c'est la question, effectivement. C'est la grande question de fin de saison. Ils en ont un demi et il est blessé. Gabriel Jesus. C'est vrai. Ouais, attention, Trossard. Oui, mais son petit but, c'est pas un buteur, on est d'accord, mais il est quand même toujours là avec à fond, sa pierre à l'édifice. Hein. Bien sûr. Ok, c'est la deuxième attaque, hein, Christian, deuxième attaque de Premier League, Arsenal avec Manchester City. Ils marquent comment, en fait, les Gunners, depuis le début de l'année notamment ? Ils marquent comme on attend qu'ils doivent marquer, c'est-à-dire qu'ils ont marqué, comme je l'explique un peu plus tôt, sur du jeu dominant placé, du jeu placé vers rapide, de la transition rapide et de la phase arrêtée. Donc ils sont vraiment, en plus, ils sont très très complets. Et donc ça, c'est toujours bien parce qu'en fait, ils commencent de nouveau à faire douter leur adversaire puisqu'ils ont beaucoup d'options pour marquer. Et comme vous le dites aussi, en ayant finalement pas d'attaquant de pointe vraiment défini. Mais voilà, ils sont, tout le monde participe, il y a beaucoup de buteurs et dans tous les domaines, donc ça fait bien. Et ici, ce que je voulais revenir, c'est que voilà, ces 21 buts ont rapporté 15 sur 15.
Mais c'est surtout ces matchs-là où on était un peu inquiet pour eux, les 4 buts qu'on voit ici, eh bien c'est 4 fois 1-0. Et 4 fois 1-0, c'est du 12 sur 12, c'est aussi du 100% des points. Et donc c'est ça qui est important dans une saison, c'est que quand ça va moins bien, quand ça fonctionne moins bien, il faut profiter des circonstances favorables, comme le tir dévié contre Manchester City, mais qui permet malgré tout de rapporter des points et pas de perdre des points par un partage ou par une défaite. Et donc, ça permet que quand il y a des matchs comme maintenant en 2024 où ils déroulent, eh bien, on a le complet en fait. C'est vrai que c'est un changement parce que les saisons précédentes, la saison passée notamment, ils ont perdu pas mal de points dans ce genre de match-là. Et c'est en gagnant ces matchs-là que parfois on franchit un cap. Je pense que ça a été un super choc pour eux par rapport au début de saison de la saison dernière. Ils s'imaginaient tous du côté des Gunners aller enfin chercher un titre de champion. On n'a plus les invincibles, ça c'est clair. Hein, on n'a pas une équipe invincible. Après, il y a un équilibre aujourd'hui, il y a de la vitesse, il y a des phases arrêtées. Christian nous en parle en long et en large régulièrement. Il y a beaucoup de qualité. Mais ça dépendra en partie de Saka. Meilleur buteur, meilleur donneur d'assist. Il faut qu'il reste à un régime surélevé. Il faut que quand Trossard monte au jeu, il continue de marquer. Je veux dire, il y a encore des points d'interrogation dans cette équipe. Ce qui est complètement fou avec cette équipe, c'est que par rapport à l'an dernier, elle a marqué plus, elle a encaissé moins. Et elle a 5 points de moins que l'an dernier. Donc c'est tous les 5-1, les 4-0 et tout ça qui font que c'est complètement... C'est bizarre, hein. Et là, ils ont 5 points de moins, mais ils sont complètement dans la course au titre. Oui. Donc c'est génial pour eux. Ils doivent absolument croire peut-être en leur étoile, même si on le répète, je pense que le noyau ne permet pas d'aller au bout, mais soit... On verra ce qu'il adviendra de cette équipe d'Arsenal qui nous séduit quand même maintenant depuis quelques semaines. On parle de Newcastle à présent et là c'est le constat inverse évidemment. 4e la saison dernière, 8e à l'heure actuelle, à 12 points effectivement du top 4. Vous êtes d'accord avec moi j'imagine si je dis que c'est peut-être pas la déception mais l'une des déceptions de la Première Ligue. 11 victoires en 25 matchs. On fait quoi avec ça pour l'Europe? On fait quoi? Il y a eu justement l'Europe, la Ligue des Champions. Mais ils sont dehors. Oui, enfin ils sont dehors. Rappelez-vous des circonstances au PSG. Oui. On les a un petit peu poussés dehors avec des manières pas très orthodoxes. Un groupe difficile aussi. Voilà, exactement. Non, mais avant ça marquait et c'était solide derrière. Maintenant, ça ne l'est plus. Vous savez que c'est l'équipe avec laquelle on a vu le plus de buts dans ces matchs. Il y a déjà eu 94 buts dans les matchs de Newcastle. C'est complètement fou. Il y a des 4-4 alors qu'avant... Ils n'encaissaient pratiquement pas. Je pense que il y a que ça qui fait la différence par rapport à l'an dernier. Pour la solidité défensive. Oui, pour une équipe qui a été quasi invincible sur une année civile, et qui a 10 défaites aujourd'hui. Pour vous donner une échelle, Everton, c'est 11 défaites. Alors qu'Everton joue son maintien. Donc, imaginez un peu. Oui, il y a un autre potentiel du côté des Magpies. Non, il y a aussi les 10 points. Bien sûr. Oui. C'est important de le dire aussi. Donc pour Newcastle, il y a un changement radical. Christian a peut-être des chiffres à nous montrer, mais c'est incroyable le changement qui s'est opéré là. Ben oui, avec vous, les chiffres, Christian, parce qu'offensivement, je pense que ça va, mais c'est vrai que d'un point de vue défensif, c'est assez dramatique du côté des Magpies. Oui, c'était intéressant d'observer après 25 journées la saison passée où ils en étaient défensivement et puis cette saison. Et donc, on va le voir directement avec l'infographie, je vais devoir expliquer. Donc, en rouge, ce sont les 41 buts qui ont été encaissés dans les différents domaines cette saison. En blanc, ce sont les buts encaissés la saison passée à la même époque. Regardez, on double, on presque triple le nombre de buts encaissés sur jeu dominant placé. On double le nombre de buts encaissés sur jeu placé vers rapide. On passe de 0 à 10 sur transition rapide. Le seul point, c'est un peu la phase arrêtée sans penalty où là, on est un but meilleur que la saison passée. Mais pour le reste, c'est une catastrophe. Et donc, on a vu ces matchs depuis le début de la saison où il y a une intensité incroyable, où cette équipe fait un pressing incroyable, mais reçoit énormément de buts, alors que c'était absolument pas le cas la saison passée. On se rappelle quand même qu'ils ont terminé une meilleure défense avec Manchester City, 33 buts encaissés. Donc c'était vraiment une autre assise, c'était une autre perspective. Il fallait d'abord construire le jeu défensif, mais aujourd'hui, ils ne parviennent pas à améliorer leur jeu offensif dans le jeu dominant placé, parce qu'ils n'ont marqué que 8 buts comme ça.
mais ils essayent de jouer plus haut avec une possession de balle et ils sont évidemment exposés comme maintenant. Regardez, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas la saison passée. Il y a des sorties de balles très basses et ils ont encaissé 10 buts sur des transitions rapides. On a vu Burn qui courait comme une remorque derrière les attaquants qui partaient en vitesse dans les 3 ou les 4 dernières semaines. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ou cette équipe n'a pas la force physique pour le moment due à l'intensité qu'il donne dans tous les matchs depuis le début de la saison. Ou alors, à ce moment-là, il y a peut-être un problème entre l'équilibre et de passer cette étape dans le jeu offensif qui est un déséquilibre au niveau défensif. Ce qu'on voit là, il y a un mot, un effondrement. Hein. Ces statistiques, ce tableau, c'est un effondrement. Donc, il doit y avoir une explication presque hors tactique. C'est pas de la tactique, mais il ne faut pas stigmatiser le garçon. Mais depuis que Dubravka est dans les buts, c'était le 7 décembre, c'est la plus mauvaise défense de Première Ligue. Ils ont réussi à faire pire que Sheffield. On pensait que c'était... C'est de la faute de non, mais... Peut-être sur l'un ou l'autre. C'est du très haut niveau, oui. D'accord. Et là, on a vu le pauvre. Bon, il n'est évidemment pas le seul responsable, sûrement pas. Mais on vient de voir, vous voyez, des petites glissades. Je ne sais pas ce que vous en pensez, son placement et tout ça. C'est plus le Dubravka qu'on avait connu, qui était un excellent gardien. Mais c'est quand même interpellant que depuis qu'il est là, c'est la plus mauvaise défense de Première Ligue. On parle de Newcastle, qui l'an dernier, on vient de le dire, était la meilleure. Christian, vous vouliez intervenir, je pense. Oui, et puis je rebondis sur ce que Fred dit. C'est probablement aussi dû aussi à une confiance qui est donnée par le gardien à sa défense aussi. Mais on a vu Trippier faire 2 erreurs monumentales contre Everton. On a vu Trippier qui a été dépassé par Son dans une accélération dans le match contre Tottenham. On a vu Burn qui 3 ou 4 fois a fait un penalty, je crois, contre Luton. Et puis après 2 fois, il a couru après son défenseur qui est parti, son attaquant pardon, qui est parti devant lui. Il y a quand même un ensemble de choses qui fait que ce bloc équipe a un gros problème et que défensivement, les défenseurs sont quand même aussi en difficulté. Et il n'y a pas seulement que le gardien de but. Oui, mais moi, en préparant l'émission, j'étais surpris parce que j'ai regardé les joueurs qui jouent en défense du côté de Newcastle cette saison, globalement. Hein. Trippier, Lascelles, Burn, Cher, Botman, tous ces gars étaient déjà là la saison dernière. Oui, on n'a pas, à part Trippier, on n'a pas des stars de la Champions League non plus là. Hein. Il faut mais dire les choses. Mais la saison dernière, ça fonctionnait. Ça fonctionnait bien. Après, il y a une certaine lenteur aussi défensivement dans cette équipe et ça se paye cash. Après, vos adversaires vous étudient. Hein. Ce qui est ahurissant, c'est qu'ils n'ont pas encore su enchaîner 2 victoires de suite cette saison. C'est terrible, non ? Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec ça ? Maintenant, je pense que... On va se rassurer quant à l'intérêt de ce match en se disant que c'est peut-être devenu une équipe de coups. Ils ont éliminé City en Coupe de la Ligue. Si De Bruyne ne monte pas, Newcastle rebat City en championnat. Ils ont gagné le match aller. Voilà, on peut se dire peut-être cette équipe avec l'orgueil, quand ils ont rencontré des grands comme les Arsenal, peut-être qu'ils vont nous sortir une prestation comme ils l'avaient fait à Aston Villa. Vous avez complètement massacré Aston Villa là-bas à Villa Park. Donc ils sont encore capables, je pense. C'était le premier match, ça, non ? Oui, c'est ça. On s'était dit, waouh, Newcastle. Non, à l'aller, mais leur tour, ils ont aussi été s'imposer à Villa. Hein. Ouais. Le rythme du match va décider du match. Et ça, c'est les Gunners qui ont le ballon dans les pieds qui nous le diront. Eh bien, nous verrons cela. On arrive déjà tout doucement à la fin de cette présentation, à la fin de cette émission. On va rappeler à tous nos abonnés les rendez-vous du week-end, les rencontres de Première Ligue, Goals of the Day. Ce sera donc avec Manchester United. Manchester United, Fulham. Bournemouth, Manchester City. Ça ne devrait pas en principe poser de problème à City, mais sait-on jamais. Arsenal, Newcastle, on en a parlé. Wolverhampton, Sheffield. Et West Ham. Grand chose à espérer pour Sheffield, hein, n'est-ce pas ? Oui, et West Ham qui est en difficulté aussi, quand même. Bien sûr. Oh là là, c'est un petit peu la chute. Donc vous serez sur Arsenal. Je serai sur mon pédalo à la mer, sur la digue. C'est pas mal, avec votre smartphone pour regarder. Oui, évidemment. Oui. Il y a un horaire particulier, hein. C'est rare qu'on joue le samedi soir. À 21h. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu particulier. Christian sera avec nous aussi, je pense, ce week-end avec sa base de données, l'application Discord. On rappelle que tout le monde peut entrer en communication avec vous et vous poser toutes les questions nécessaires à la compréhension du football, je précise.
Oui, moi je serai dans la piscine avec Bruno pour Arsenal Newcastle. Et donc voilà, j'essayerai d'être présent pour les abonnés et pour répondre à leurs questions. On s'amuse très bien pendant les matchs, c'est chouette. Ok, on connaît le système maintenant de cette application et du rendez-vous. Sur quel match vous dites? Arsenal. Arsenal Newcastle avec Bruno. Ok, super, le rendez-vous est pris. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, Facebook, Instagram, X, vous connaissez tout cela aussi. Merci de votre fidélité. Merci Fred. Merci Bruno. Salut. Merci à Christian. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de PL Club. Bye bye. C'est reparti pour un week-end de Première Ligue sur vous Sport World. Samedi dès 15h45, entamez votre journée par le Goals of the Day avec Aston Villa, Nottingham Forest, Brighton face à Everton, Crystal Palace qui reçoit Burnley et Manchester United, Fulham. Puis à 18h25, Manchester City se déplace à Bournemouth. Et à partir de 20h55, l'affiche entre Arsenal et Newcastle. Dimanche, un seul match au programme à 14h25 entre Wolverhampton et Sheffield United. Et lundi à 20h55, West Ham affronte Brentford. Bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World.